Alors voici ici l'arbre généalogique, je vais vous montrer un certain nombre, c'est pas la peine d'en faire le détail, simplement vous voyez en gras les malades qui étaient touchés, vous voyez qu'effectivement on voit d'emblée que c'est une maladie autosomique dominante, et ceci est vraiment, je m'excuse pour le gris du milieu, mais c'est le tiré à part qui est fait sur 2 pages, et c'est vraiment le document original. Alors on va détailler, si vous voulez bien, le premier malade qui s'appelait Eugène. Eugène était né en 59 et il a commencé sa maladie à l'âge de 3 ans, donc c'était effectivement une forme qui va évoluer assez rapidement. Ça s'est installé après une maladie infectieuse qui était une rougeole, et l'atrophie faciale a été totalement méconnue. Et ce n'est que peu à peu, quand se sont installées les autres atteintes, que les choses ont été considérées de façon différente, puisque on a d'emblée ce qui caractérise souvent cette maladie, c'est-à-dire une atteinte qui n'est pas du tout symétrique, puisqu'il a commencé par une atteinte des muscles de la main droite, de lui donnant un aspect en griffe, puis après ça, le membre inférieur gauche, puis le membre supérieur droit, puis l'épaule, la poitrine, le dos. Et quand il sera examiné quelques années plus tard, cette fois-ci, les muscles du membre inférieur gauche ont quasiment disparu, et c'est surtout le visage qui a un aspect tout à fait caractéristique que l'on va un petit peu détailler, c'est-à-dire l'absence de plis sur le front, des yeux qui étaient saillants avec des paupières qui sont faibles, et par conséquent les yeux entrouverts la nuit quand il dormait, mais qui n'était pas une exophthalmie, des lèvres gonflées et saillantes, une bouche transversale, et en particulier lors du sourire, et puis une peau qui paraissait collée sur le visage, des épaules et des omoplates décollées, et une atteinte également des racines des membres inférieurs ainsi que des pieds creux. Sa maladie va malheureusement évoluer, il aura de plus en plus de difficultés pour marcher, pour attraper un objet. L'atrophie faciale se majeure encore, on parle de lèvres en tapis, et les muscles plus bas, c'est-à-dire l'embout sacré qui n'était pas atteint, vont le devenir. Les réflexes sont abolis, mais il n'y a plus de muscles, donc ça a une valeur tout à fait relative. Ce qui était très très important et qui le restera, c'est que en fait, un certain nombre de muscles sont parfaitement respectés, notamment les intercostaux et le diaphragme, c'est-à-dire les muscles de la respiration. Les muscles extraoculaires, donc la motilité oculaire est parfaitement conservée, le mâchonnement, donc il n'y a pas de problème de déglutition, et il est donc bien évident que les muscles de la respiration et de la nutrition sont donc préservés, et il va donc mourir à 24 ans de tuberculose qui, vous le savez, entraîne une dénutrition considérable. Alors voici ici les images originales, et quand je vous disais que c'est des images un peu fortes qui heureusement ne correspondent plus à ce que l'on voit actuellement, et vous voyez ici Eugène avec l'aspect de son visage, la bouche effectivement horizontale, cet aspect un peu tragique que lui donne cette atrophie, l'atrophie des membres qui est absolument considérable, aussi bien des membres supérieurs que des membres inférieurs, et les griffes tout à fait particulières de sa main. On va reparler un tout petit peu d'Arthur, on va reparler beaucoup maintenant de Julie. Qui en était-il des autres membres de la famille? Eh bien, le père avait effectivement la maladie, sauf que lui a eu la chance d'avoir une forme beaucoup moins grave, puisqu'elle a débuté quand il avait 26 ans par une atteinte de l'épaule, mais il avait quand même l'atteinte du visage, et petit à petit, l'atrophie va s'étendre à la fois aux membres et au tronc, et il mourra à 52 ans, donc c'est quand même une évolution qui est beaucoup moins grave que celle de son fils. Sa fille Angèle est morte à 20 ans, on a peu de renseignements sur elle. De même, Arthur n'a pas été revu ultérieurement. Par contre, Julie, quand à l'âge de 8 ans, quand elle est donc examinée, a un faciès, vous l'avez vu, assez figé, mais rien d'autre, sinon des réflexes abolis. Or, Julie va faire l'objet et va être examinée par le professeur Justin Besançon des années plus tard, en 1964, et c'est à ce moment-là qu'ils vont rapporter son histoire. Donc Julie a 85 ans, elle fait une infection urinaire et une infection oculaire qui la conduit chez M. Justin Besançon. Julie a travaillé, d'ailleurs tous les membres de cette famille ont des métiers manuels jusqu'à un âge tout à fait avancé, il a été imprimeur,
Elle était brocheuse et elle a travaillé jusqu'à l'âge de 50 ans. Malheureusement, depuis 15 ans, quand elle est hospitalisée, elle est grabataire car elle a des rétractions des membres inférieurs et des pieds creux qui la gênent considérablement pour marcher. Et surtout quand on l'examine, car en fait, après avoir traité son infection urinaire, les médecins font également un examen général et vont constater qu'elle a un certain nombre de signes cliniques, à savoir une atteinte majeure du visage et notamment de ses lèvres. Je vous rappelle donc qu'elle a 85 ans. On ne peut pas dire que c'est une évolution courte. Sa lèvre supérieure se projette en avant, je vais vous montrer une image. Sa lèvre inférieure également, la langue sort de sa bouche. Les muscles, par contre, temporaux sont respectés. Et il y a une certaine adiposité des épaules et des bras qui masque en fait l'atrophie qui est considérable. Par contre, les mains sont rétractées et ont un aspect très proche de celle de son frère. Les muscles trapèzes ont totalement disparu, ainsi que ceux de la région lombaire, et elle n'arrive pas à appuyer ses jambes sur le bassin. Mais elle ne présente aucun déficit neurologique, et ce n'est pas sa maladie qui va la faire mourir à l'âge de 86 ans, mais un an plus tard, un accident vasculaire cérébral. Voici donc Julie, telle que vous l'avez vue sur l'image précédente, et voici Julie à 85 ans. Voici maintenant l'aspect donc de sa bouche qui est extrêmement particulière. Ce sont les images de la publication originale qui sont des images en noir et blanc, donc un peu difficiles à voir. Mais vous voyez très bien quand même la déformation de sa bouche ainsi que celle de ses mains. Les cliniciens étaient très fiers d'eux d'avoir porté le diagnostic de maladie dans le Landouzy des Gerines et se sont mis, comme font souvent les médecins, vous savez, au lit du malade, à discuter entre eux. Et à ce moment-là, la malade les a apostrophés en leur disant « Mais je le sais bien que j'ai la maladie de Landouzy des Gerines. Ils me l'ont dit quand j'étais petite. » Avec l'air de dire que, ma foi, ils ne lui apprenaient pas grand-chose. Le problème, si je puis dire, c'est que Madame Julie s'était mariée, je ne sais pas son nom de famille, et Julie a eu d'autres enfants. Là, vous voyez, elle figure ici en rouge. Et vous voyez que dans sa descendance, un certain nombre de personnes ont malheureusement, si je puis dire, présenté la maladie, ne sachant pas le caractère quand même assez transmissible de l'infection. Alors je vais vous montrer quelques images, je vais aller très vite sur les images parce que j'en ai, je pense, mis un peu trop, mais je voudrais simplement insister sur celle-ci, qui est du muscle diaphragmatique. À l'époque, ils examinaient énormément ils faisaient énormément de prélèvements qui actuellement d'ailleurs ne sont plus réalisables. Et vous voyez ici des petits faisceaux musculaires qui sont tout à fait normaux. Mettez-vous bien cette image dans l'œil, vous voyez, c'est des fibres musculaires, les unes à côté des autres. Il y a très peu d'espace entre elles et elles sont tout à fait normales, chaque fascicule existant pour son propre compte. Si au contraire, vous regardez plus haut et que vous voulez voir le muscle trapèze, et bien ma foi, même si vous n'êtes pas histologiste, vous vous rendez bien compte que là, les faisceaux musculaires ont malheureusement totalement disparu, et ce qui est tout à fait clair entre eux, c'est en fait de la graisse ou du tissu conjonctif, et il n'y a plus de fibres musculaires. Quand on a examiné le système nerveux central, eh bien, on ne trouvait pas d'anomalie, en particulier d'un moine qui était strictement normal. Et ici, vous avez une image qui vous montre ce qu'on appelle la substance grise, là, c'est la substance blanche. Et dans cette substance grise, ces petits points que vous avez là sont ce qu'on appelle des motoneurones, qui sont strictement normaux, donc qui confirmaient qu'il s'agissait d'une maladie musculaire et non pas d'une maladie avec atteinte du système nerveux. Alors voici ici les documents concernant Julie. J'ai fait une enquête très très poussée. Je n'ai jamais pu, malheureusement, les hôpitaux ont été fermés, les télévisions ont été, sont partis, je ne sais pas ce que sont devenus les lames. Beaucoup de gens se sont donné beaucoup de mal pour les retrouver sans malheureusement de succès. Et vous voyez que vous avez ici des images qui sont très proches de celles des précédentes. Et Julie avait effectivement des lésions tout à fait caractéristiques et semblables à celles de ses frères, en particulier les muscles du cou, scalène, sternocléidomastoïdien, étaient remplacés par du tissu adipeux. L'atteinte des muscles du tronc, par contre, était moins sévère. Celle des muscles de la ceinture scapulaire était très importante.
et bien entendu ont retrouvé une cicatrice de tuberculose qui manifestement avait frappé tous les membres de cette famille. Alors je vais vous faire défiler, parce qu'elles sont dans ces mémoires, un certain nombre de familles. D'abord la famille M, dans laquelle il y a 3 générations et 2 cas d'atrophie qui sont ici. Et la famille M avait été vue par Duchenne. Et Duchenne avait déjà d'emblée reconnu, comme il le dit, l'atrophie musculaire progressive de l'enfance, puisque la maladie avait commencé à l'âge de 8 ans, essentiellement aux membres supérieurs. Mais malheureusement pour ce malade, très rapidement vont s'installer d'importantes rétractions musculaires et la position verticale va devenir totalement impossible puisque les 2 jambes sont rétractées alors que les muscles de la tête et du cou sont eux un peu mieux préservés. Son frère présente à peu près la même chose. Son atteinte faciale débute à l'âge de 9 ans, lui c'était à 8 ans. La maladie va s'étendre et il va aussi présenter des rétractions. Et voici les images correspondantes à ces malades. Ceci, ce sont les dessins que Duchenne a fait de ce malade. Vous voyez, dessins de la photographie faite et donnée par Duchenne, ainsi que celle-ci. Vous voyez que les atteintes, quand je vous disais que ce sont quand même des formes tout à fait historiques et qu'il faut être quand même très prudent quand on regarde ces documents, que heureusement nous avons maintenant des méthodes pour essayer de ne pas faire en sorte que les malades ne subissent pas une évolution pareille. Et ceci, ce sont les photos originales. Et vous voyez que quand on regarde cette image et celle-ci, il y a malheureusement une très grande parenté. Vous voyez également le visage triste et sévère de Léon qui est lié simplement à son atrophie. Voici maintenant les images concernant son frère. Et là encore, les dessins, le même aspect sévère. Chez Georges, quand il était enfant, ce sont aussi des dessins faits par Duchenne. Il y avait d'autres observations, et en particulier celle-ci qui concernait Clément, cette fois-ci des malades un petit peu plus âgés, avec une atteinte chez la mère et la grand-mère. Je vais aller assez rapidement. Par contre, chez Eugénie, qui avait l'atteinte de la figure, mais pas une atteinte musculaire, on n'a pas trouvé de maladie familiale.